Bonjour à tous, bonjour Yael Braun-Pivet. Bonjour. La remontée des contaminations de Covid se confirme de jour en jour. Pour vous, est-ce que cela justifie les mesures, le nouveau tour de vis, en quelque sorte annoncé par Emmanuel Macron cette semaine, en particulier l'obligation de recevoir une troisième dose de vaccin pour toujours bénéficier d'un pass sanitaire pour les plus de 65 ans? Certains disent que ça crée une nouvelle fois plusieurs catégories de Français. Pas du tout. Je crois qu'il faut rester vigilant puisque les chiffres que vous venez d'indiquer montrent qu'il y a une résurgence de l'épidémie et on voit que les pays européens sont tous touchés par ce phénomène. Donc il faut rester vigilant, donc continuer à se protéger, gestes barrières, pass sanitaire qui a montré qu'il était utile. Et effectivement, le pass sanitaire est utile si les personnes sont immunisées et les médecins nous disent qu'il faut, pour continuer à avoir cette protection maximale, une troisième dose pour certaines catégories de population après 6 mois après la deuxième. Donc il faut que le pass sanitaire reste efficace, d'où cette troisième dose. Parlons-en du pass sanitaire. Yael Braun-Pivet, le Conseil constitutionnel a validé finalement votre volonté, vous à l'Assemblée nationale, c'est de le prolonger, d'avoir la possibilité de le prolonger jusqu'au 31 juillet. Or, le 31 juillet, cela enjambe les prochaines élections présidentielles et législatives. Vous pouvez décider une telle mesure alors que les Français vont, eux, décider de leur politique de santé également au printemps prochain. Ce qu'il est important de faire, c'est de donner au gouvernement les outils pour pouvoir lutter contre cette épidémie dont tous les médecins nous disent qu'elle ne va pas se terminer en janvier, ni en février, ni en mars. Elle va rester là. Donc, des outils que nous avons conditionnés à la situation sanitaire. Donc, nous avons mis dans la loi des conditions. Nous avons exigé du gouvernement qu'il informe régulièrement le Parlement, qu'il nous remette des rapports, et nous avons inscrit noir sur blanc dans la loi qu'il pourrait être auditionné devant ma commission et en séance publique pour qu'il y ait un débat. Madame Braun-Pivet, est-ce que le vrai contrôle, ce n'est pas de reprocéder à un vote qui est donc exclu jusqu'au 31 juillet prochain, malgré les élections qui sont au milieu? Écoutez, si c'était le cas, la Constitution n'aurait pas conféré au Parlement l'objectif de voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Donc le contrôle, ça suffit. Que le contrôle, non, mais que c'est différent de la loi et qu'il faut de la loi et du contrôle. Ça n'est pas l'un ou l'autre, c'est complémentaire. Et le contrôle, il se fait au Parlement au quotidien. Ça ne répond pas tout à fait à la question. Est-ce que toutes les oppositions ont tort de dire que ce n'est pas très démocratique, que le Parlement ne soit pas à nouveau consulté, je le redis, par un vote sur une question aussi importante que le pass sanitaire? Cela se passe dans d'autres pays. Mais vous savez ce qui est démocratique? C'est le vote du Parlement, justement. Eh bien, le Parlement a voté à une large majorité la possibilité pour le gouvernement d'utiliser ce pass sanitaire. Il a voté une fois pour toutes. Non, pas une fois pour toutes, jusqu'au 31 juillet 2022. Le reste de l'intervention d'Emmanuel Macron, mardi, ressemblait à un début de programme. On a tous noté, avec un fort parfum de libéralisme économique, on dit certains, le contrôle des chômeurs, le repoussement de l'âge de la retraite, le choix du nucléaire. On est loin quand même du « en même temps » cher à Emmanuel Macron, raison pour laquelle vous qui venez de la gauche l'avez rejoint. Certains disent que c'est un programme de droite qu'il a annoncé mardi. D'ailleurs, je cite l'expression de Valérie Pécresse, il y a une tentative de hold-up. Mais justement, c'est justement un programme de en même temps. C'est justement une politique qui permet de protéger les plus faibles, de les accompagner, parce que c'est cela dont il s'agit. Il faut les accompagner, les soutenir pour qu'ils reprennent le cours de leur vie par l'emploi, par la formation, par les compétences. Donc, absolument pas libéral. Moi, je crois vraiment que le président de la République incarne aujourd'hui la social-démocratie dans laquelle je crois, libérer et protéger. C'est ce que nous avons fait depuis 4 ans et demi maintenant que nous sommes aux manettes du pays, et c'est ce qu'il faut continuer à faire. Maintenant, nous avons une reprise économique qui est là, le chômage baisse, et on voit qu'il y a des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Donc notre boulot maintenant, c'est de faire en sorte que ça matche entre les offres d'emploi et les gens qui sont trop éloignés aujourd'hui de cet emploi. Vous venez de la gauche, vous avez toujours voté PS avant de rejoindre En Marche, c'est vous-même qui l'avez dit. Vous ne comprenez pas le sentiment qu'ont les électeurs de gauche vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron? Ils se trompent, ce n'est pas une politique qui, économiquement, est la même que celle que proposent les Républicains aujourd'hui? Mais écoutez, pour pouvoir faire une politique sociale, pour pouvoir accompagner les plus faibles et les plus fragiles, il faut avoir une économie qui fonctionne. Autrement, vous n'avez pas le financement nécessaire pour effectuer ces politiques sociales. Donc c'est ça les deux jambes dans lesquelles moi je crois profondément, avoir une économie qui soit libérée, qui soit déverrouillée pour que le pays puisse conquérir sa place dans le monde et en même temps
ne laisser Donc, on est personne toujours dans le en sur le même côté. temps. Donc on est en même temps. C'est vraiment moi ce en quoi je crois et ce en quoi je milite depuis longtemps. Alors, on peut être en même temps social-démocrate, comme vous venez de le dire, et gaulliste. Hier a eu lieu une nouvelle séquence mémorielle avec l'hommage rendu à Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, des références appuyées au général de Gaulle de la part d'Emmanuel Macron. Vous aussi, vous vous sentez proche de cette filiation? On Moi, peut être les deux? Alors, oui, de toute façon, il faut arrêter de ranger les gens dans des cases étanches. Nous sommes une nation, nous avons des valeurs en commun. Et je crois que lorsque nous célébrons ces grandes dates de notre histoire, c'est ces valeurs que nous Oui, mais mettons pardon, le en gaullisme, avant et tout que le nous monde tente de le partageons. récupérer, Madame Braun-Pivet, le président de la République, mais aussi tous les candidats de droite qui se sont rendus à Colombey-les-Deux-Églises, mais aussi Marine Le Pen ou Éric Zemmour. À qui appartient-il le gaullisme? Vous-même, vous Mais vous c'est pour ça que moi je vous disais, au-delà des mots, au-delà des définitions, est-ce qu'on est gaulliste ou pas, ce qui compte pour moi, c'est les valeurs. Mais Et vous, c'est vous l'êtes? comment Vous on l'êtes? fait vivre ces valeurs-là et comment on les incarne dans la réalité, dans la vraie vie. Ouais. Parce qu'on peut se payer de mots, on peut prétendre être gaulliste ou autre chose. Mais On vous, peut... vous l'êtes? Encore une fois, je vous pose Moi, la question. encore une fois, moi, ce sont ces valeurs dans lesquelles je crois. Je ne veux pas me définir par rapport à tel ou tel courant, par rapport à telle ou telle histoire. Mais en revanche, les valeurs de la France, les valeurs de la République, vous voyez, on célèbre la résistance. Moi, et je l'ai dit sur plusieurs plateaux, mon grand-père qui est immigré, il a été médaillé de la résistance. C'est comme ça que que notre famille est devenue française. Parce qu'il a été médaillé de la ces valeurs-là, résistance. elles sont atteintes Et ça, ces aujourd'hui. valeurs, elles doivent être universelles et c'est notre responsabilité à nous, hommes et femmes de ce pays, de les porter haut et encore une fois, de les faire vivre, de leur donner une vraie réalité. Tout autre sujet, Yael Braun-Pivet. En tant que présidente de la commission des lois, vous avez reçu cette semaine Frances Haugen. Frances Haugen, c'est cette ancienne cadre de Facebook qui est une lanceuse d'alerte. Elle affirme que Facebook, que cette entreprise affaiblit les démocraties. Est-ce que vous avez été convaincu par ces arguments? J'ai été convaincue du fait que la situation est préoccupante et qu'il est impératif d'avoir un contrôle sur ces entreprises qui, effectivement, grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'intelligence artificielle, aux algorithmes, peuvent diriger, peuvent influencer les contenus auxquels nous avons accès. Et il est impératif de pouvoir avoir un droit de regard sur ces influences parce que ça fait courir effectivement un risque à nos démocraties. Donc il faut... Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui est dangereux avec Facebook aujourd'hui? Que ce soit un relais d'opinion? Est-ce que ce n'est pas aussi un progrès de pouvoir s'exprimer par les réseaux sociaux? Alors oui, mais ce qu'elle nous a expliqué justement, c'était que les opinions qui étaient mises en avant étaient sélectionnées, que toutes les opinions n'étaient pas sur un pied d'égalité, et que c'est cela qui était dangereux dans le sens où manifestement certaines entreprises mettent en avant des contenus dangereux, des contenus plus extrémistes, parce que c'est cela qui va générer plus d'audience, plus de commentaires, etc. Facebook et donc ça encourage n'est ou pas laisse faire, n'importe en fait? quelle opinion. Manifestement, en tout cas, il y aurait, et c'est ça qu'elle dénonçait, des éléments de preuve qui montraient que Facebook encourageait cela. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir des lanceurs d'alerte de l'intérieur qui peuvent dénoncer. Et notre boulot à nous, c'est de les protéger pour qu'ils puissent justement dénoncer ces agissements. De quelle Donc façon? là, nous sommes en train d'adopter à l'Assemblée nationale une nouvelle loi qui fait suite à la loi de 2016 dite Sapin 2, qui va renforcer la protection des lanceurs d'alerte en les protégeant d'un point de vue financier, d'un point de vue psychologique, en permettant de les protéger contre ce qu'on appelle des procédures bâillons, donc des entreprises qui leur lanceraient plein de procédures judiciaires pour qu'ils se taisent. Et là, nous souhaitons Donc, les protéger. une nouvelle loi pour protéger les lanceurs Tout à fait. d'alerte, elle est prévue à quelle échéance? Alors, elle a été examinée dans ma commission cette semaine et dans l'hémicycle mercredi prochain. Il y aura une proposition de Donc, loi. avant la fin de l'année, la législation française sera renforcée pour protéger nos lanceurs d'alerte et les lanceurs d'alerte européens. On vous a entendu. Merci beaucoup.